Bonjour à tous. Merci de prendre place pour que nous puissions commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très honoré de recevoir à mes côtés Claudia Ham et Antoinette Rouvroy pour cette 6e édition de l'Observatoire de la traduction. Je vais commencer par vous dire de quoi il retourne, parce que même si certains d'entre vous, et ils sont nombreux, ont déjà suivi des éditions précédentes, il est bon de revenir sur ce que c'est que cet observatoire et ce que nous cherchons. Alors, bienvenue. Donc, c'est un programme que nous avons initié en décembre 2018. Il a été rendu possible grâce au soutien, il faut le mentionner, pérenne depuis de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, du ministère de la Culture, que je remercie chaleureusement. Et cet observatoire, qui s'appelait au début Observatoire de la traduction automatique, s'est d'abord intéressé à l'histoire et à la technique de l'intelligence artificielle, à la progression de ses performances, à ses conséquences cognitives, quelques années plus tard, enfin aux racines idéologiques qui sous-tendent la démarche des acteurs de la Silicon Valley. Et à mesure que, la technique s'est appuyée sur des grands modèles de langue de plus en plus colossaux, s'est accélérée, et que les productions des algorithmes génératifs sont devenues spectaculairement lisibles, dirons-nous, nous avons voulu délaisser un peu l'aspect technique et nous avons voulu consacrer cet observatoire à une réflexion plus globale, une réflexion qui donne des outils de pensée, notamment aux traducteurs, pour sortir de la fascination, de la terreur ou du déni, qui sont un petit peu les alternatives dans lesquelles nous étions enfermés. Les traducteurs ont été parmi les premiers métiers à être confrontés à cette crise existentielle. Ils ont été rejoints par les traducteurs littéraires, maintenant, qui se sont crus un temps à l'abri. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société qui est convoquée à réfléchir et à agir pour déterminer ce qui, dans ce progrès autoproclamé, est désirable et ce qui n'est pas désirable. Les traducteurs étant instruits des pouvoirs de la langue et étant confrontés parmi les premiers à ce nouveau paradigme de l'activité humaine, il faut bien l'appeler comme ça, ils ont une responsabilité particulière à l'égard de cette société pour dire ce qui est à l'œuvre. Voilà à quoi nous essayons, avec une ambition un peu folle, de nous attaquer. L'an dernier, Hervé Letellier et François Hautemann ont nourri nos réflexions sur ce que nous attendons de la littérature et ce que nous attendons de la traduction, sur le rôle sociétal de la traduction, sur ce qu'elle nous apprend. Et aujourd'hui, évidemment, les choses vont très très vite. Alors, avec le développement des grands modèles de langue, c'est une bataille qui s'ouvre, qui est à la fois une bataille économique, une bataille politique, sociale, environnementale, on y reviendra. Les questions qui se posent, ce n'est plus est-ce que ça marche ou pas, voilà, contrairement à ce que j'entends encore parfois. C'est est-ce que ça va nous faire gagner du temps? Bon, à qui ça va faire gagner de l'argent? Tout ça, c'est des questions auxquelles les réponses sont plutôt accessibles et parfois évidentes, mais plutôt comment distinguer une traduction humaine de la post-édition d'une sortie machine effectuée par un algorithme. Je ne dis pas du tout que c'est équivalent, loin de là, on va le voir, mais je dis simplement que l'enjeu de vraiment que le lecteur, qui n'est pas un lecteur entraîné, puisse distinguer au premier regard l'un de l'autre, est loin d'être acquis. Voilà. Qu'est-ce qui pousse les gens à utiliser ces produits alors qu'ils participent massivement au changement climatique? À quel besoin ça répond? Qu'est-ce que l'intelligence humaine? De quelle capacité parle-t-on? Qu'est-ce qu'on appelle le réel? Il y a des questions vertigineuses qui sont soulevées par cette irruption de l'intelligence artificielle générative dans nos vies. Des questions qui, pour beaucoup d'entre nous, paraissent éloignées de nos préoccupations quotidiennes, pourquoi pas trop vastes, voire écrasantes, mais qui finalement sont rendues incontournables par l'usage d'un certain nombre de mythes très puissants qui sont employés à des fins commerciales, il faut bien le dire, à des fins de domination aussi, et qu'il s'agit, ces mythes, de les déconstruire pour ne pas les subir. Alors, pour ce faire, je me tourne vers nos deux invités de ce jour, et que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui et de vous présenter. Je vais commencer par vous, Antoinette.
Antoinette Rouvroy, alors vous êtes docteur en sciences juridiques de l'Institut universitaire européen de Florence. Vous êtes chercheur au Fonds national de la recherche scientifique. C'est l'équivalent du CNRS en Belgique ou... À la taille minuscule de notre minuscule partie francophone de Belgique. Donc c'est le CNRS miniature. Très bien. Vous enseignez la philosophie du droit à l'Université de Namur et vous avez également été membre de la CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté. Alors, vos recherches ont porté sur les enjeux de la gouvernance des technologies normatives, à la fois, j'ai lu, le métabolisme propre au régime juridique, on y reviendra sans doute, et les technologies non juridiques produisant des effets de gouvernement. Et ces recherches portent aussi sur les articulations entre normativité juridique, technologique et sociale. Outre les enjeux du tournant numérique et de ses applications pour les régimes juridiques de protection de la vie privée et des données personnelles, vous avez développé depuis quelques années une ligne de recherche autour de ce que vous avez appelé la gouvernementalité algorithmique. Vous venez de publier un billet intitulé « Algorithme ou utopie », dont nous reparlerons, peut-être. J'ajoute que j'ai rencontré il y a quelques mois votre pensée à travers un entretien intitulé « Les algorithmes, un art de ne pas changer le monde ». Un titre qui attire bien sûr l'attention, et dans la mesure où tout ce qui a trait à l'IA dans les journaux est d'habitude présenté sous l'angle de la course à l'innovation. Alors si nous vous avons invité aujourd'hui à converser avec Claudia Rahm, c'est bien sûr parce que toutes les réflexions que vous menez à la croisée des normes juridiques, sociales, technologiques, concernent au premier chef le milieu de l'édition et des traducteurs littéraires en particulier, mais aussi spécifiquement parce que vous êtes juriste, et que vous pourrez peut-être nous aider à comprendre ce que l'on peut attendre du droit. Vous dites du droit que c'est une technologie du langage lors de notre conversation. Et alors, la première chose que je vais vous demander, c'est est-ce que vous pouvez éclairer cette définition de technologie du langage et en quoi les artisans du langage, que sont les traducteurs littéraires, qui travaillent à l'articulation du commun et du singulier, de la langue et de la parole, en quoi ils peuvent ils peuvent apprendre de l'élaboration du droit. Est-ce que la langue juridique, c'est une langue qui vise la clarté ou plutôt la polysémie? Toutes ces questions autour de la langue du droit. Est-ce que elle doit pouvoir tout prévoir, cette langue juridique, ou plutôt ouvrir des interprétations? Et qu'est-ce qui la distingue aussi d'une langue philosophique? C'est beaucoup de questions en une, hein, mais choisissez celle qui vous paraît la plus adéquate pour commencer. Alors, merci. Je réponds tout de suite. Alors, je présenterai Claudia avant sa première question. D'accord. Alors, je ne sais pas si je dois vous remercier pour cette question, parce qu'elle est gigantesque, et en même temps, ça va directement au cœur de ce qui, à mon avis, nous intéresse ici. Le droit, pour moi, disons que s'articule ou fonctionne avec a pour technologie le langage. Disons que le droit a pour technologie le langage. Et je tiens que le langage est une technologie. On prétend qu'il faut rationaliser le droit, hein. C'est-à-dire qu'on ne doit plus trop s'en remettre même aux juges, qui sont toujours susceptibles d'être biaisés de diverses manières, d'utiliser même des mots qui sont trop fortement connotés, idéologiquement suspects, etc. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de tendance à vouloir croire qu'en intégrant dans les processus judiciaires, notamment, des algorithmes, on va rationaliser le droit. Alors ça, c'était le problème de départ. Comme si le droit n'était pas déjà une technologie de rationalisation, comme s'il n'y avait pas déjà une rationalité dans les techniques spécifiques de production de la réalité par le droit. Alors le droit produit de la réalité à travers des techniques de langage, des techniques langagières qui sont aussi des techniques de temporalisation. C'est-à-dire que le droit crée et gère une certaine manière, pour nous les êtres humains, d'être dans le temps. Lorsque le droit consacre le caractère obligatoire d'un contrat, du respect d'un contrat, eh bien, le droit organise une certaine temporalité du temps, c'est-à-dire qu'il gouverne par avance un avenir qui est
fondamentalement, empiriquement indéterminé. Le droit est une manière d'enjamber cette indétermination ontologique, de manière à produire des effets qui ont pour conséquence, si vous voulez, de faire en sorte que la vie en commun soit possible. Donc, dans la mesure où notre société est une invention institutionnelle, et donc une artificialité, le droit a absolument toute sa place là-dedans. Alors, technologie du langage, clarté ou polysémie. Alors, étant belge, je peux vous donner un exemple. J'ai travaillé un moment comme assistante parlementaire au Sénat, chez nous au Parlement fédéral. Alors, chez nous, il y a beaucoup de conflits, notamment les conflits linguistiques, etc. Alors, c'est un énorme travail de traduction. Lorsqu'on se met d'accord sur un texte entre parties flamands et parties francophones, eh bien, cette polysémie du langage et cette imperfection, vous savez, Kafka disait que tout langage est toujours une mauvaise traduction. Eh bien, nous, les Belges, ça nous sert beaucoup. On est très heureux que tout langage soit une mauvaise traduction parce que ça permet précisément quoi? Ça permet du jeu, ça permet de la dialectique, ça permet de se mettre d'accord sur les mots du texte sans être d'accord absolument sur la signification de chaque mot. Ce qui ménage littéralement la vitalité même du métabolisme juridique. Parce que lorsque vous avez un texte de loi, le texte de loi, vous savez, il ne s'applique pas automatiquement ni systématiquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas avoir de juge machine, qu'on n'aura jamais de juge robot. Pourquoi? Parce qu'il faut nécessairement une interprétation du juge, justement en raison du fait que la loi, non seulement elle n'est pas toujours claire, mais surtout le législateur n'a pas pu prévoir par avance tous les cas singuliers qui vont se présenter à lui. Et donc, nous avons absolument besoin, chaque fois, d'une remise en question. Et c'est ce qui participe, si vous voulez, de la dialectique. En quoi consiste nécessairement tout processus d'approximation de la justice? L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille, c'est-à-dire que si on considérait que le droit peut fonctionner avec ce qui ne s'appelle même plus, on en discutait, ce qui ne s'appelle plus vraiment du langage, malgré le fait qu'on appelle ça un grand modèle de langage, mais si on se contentait, si le juge se contentait, par exemple, d'utiliser des algorithmes qui détectent des récurrences dans l'ensemble de la jurisprudence antérieure pour ensuite produire son jugement, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait une rigidification de l'état de fait, c'est-à-dire un régime non plus de normativité, mais de pure facticité. C'est-à-dire que l'état de fait ancien devient l'état de fait à venir. C'est une stérilisation de l'évolution du droit. Donc la raison pour laquelle, alors ça s'inscrit vraiment dans les structures et dans les institutions, pourquoi y a-t-il une séparation des pouvoirs entre le législateur, l'exécutif et le judiciaire? C'est précisément pour permettre ce jeu d'interprétation, ce jeu de, chaque fois finalement, de réinvention aussi, de la signification de la loi. Les mots peuvent rester les mêmes, mais ils changent de signification au fur et à mesure que le juge, dans son approximation de l'idéal de justice, les applique à des cas singuliers. Donc, voilà, c'est un langage et qui, la vertu, si vous voulez, le manque de clarté, du langage juridique, bien qu'il essaye d'être le plus précis possible pour éviter des contestations, mais le manque de clarté qui est inhérent à toute langue, comme mauvaise traduction toujours du monde tel qu'il est, de la singularité du monde, n'est pas un vice, c'est la vertu même. C'est la vertu même, c'est-à-dire l'indétermination même. C'est la vertu. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de réglementation de l'IA aujourd'hui, ou des régulations de l'IA. Et l'approche aujourd'hui, c'est de nous dire que les IA nous gouvernent, comme si c'était un fait. Les IA nous gouvernent, les IA vont faire la loi. Et donc, puisque les IA nous gouvernent, puisque les algorithmes nous gouvernent, IA est un mauvais terme, ça je pense que ma voisine le dira, puisque les algorithmes nous gouvernent, il faut les rendre dignes de confiance. Et donc c'est ça le technoréformisme, on va produire des algorithmes soi-disant parfaits, qui vont dès lors nous gouverner. Mais on oublie que le problème, et parmi, si vous voulez, les critères de perfection de l'algorithme, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit transparent.
qu'on en finisse par... Le gros problème, c'est l'opacité des boîtes noires algorithmiques. Vous savez, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. C'est normal et on ne le saura jamais parce que ce n'est pas traduisible sous une forme linéaire, langagière, compréhensible pour les humains, puisque ce sont des processus statistiques inductifs qui ne se traduisent pas par du langage. Donc, mais il y a quand même cette idée qu'on doit rendre les algorithmes transparents. Ce qu'on oublie, c'est que le problème, ce n'est pas du tout l'opacité des algorithmes. Vous savez, le fonctionnement du cerveau d'un juge est tout aussi opaque qu'un algorithme de machine learning. On ne sait pas très bien, et on ne trépane pas le juge pour voir comment fonctionne son cerveau, pour être sûr que ce soit bien transparent. Non, le problème, c'est du fétichisme, ça. C'est pas le manque de transparence des algorithmes, c'est le déni de l'opacité invincible du monde, qui est précisément ce qui nous oblige à parler, à convenir, à discuter, à délibérer, à nous rencontrer pour enjamber cette indétermination, qui n'est pas une indétermination seulement épistémologique, qui est une indétermination ontologique que nous avons collectivement à enjamber par tous les artifices que nous avons en tant qu'êtres humains, et notamment l'artifice du langage. Et du langage qui est donc, c'est ce que j'en terminerai par là parce que j'ai déjà été trop longue, qui est donc une architecture ou une anarchitecture du commun. Le langage, c'est une anarchitecture du commun, c'est-à-dire que c'est à la fois ce qui permet de produire du commun et ce qui permet au commun d'évoluer constamment. Donc architecture et anarchitecture du commun. Quand ce langage est privatisé par OpenAI, par exemple, ChatGPT, ou Alphabet Google, pour produire ces intelligences artificielles, soi-disant intelligence et soi-disant artificielle, eh bien, on privatise ce qui relève fondamentalement de l'architecture du commun. Et c'est en cela que ça court-circuite, notamment que ça court-circuite toute idée d'utopie, c'est-à-dire d'évolution au-delà de l'état de fait. L'état de fait numérisé. Quand une IA métabolise des données, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a des angles morts gigantesques. Le monde tel qu'il est vu par un algorithme, ce ne sont que des données numériques, c'est-à-dire une pure abstraction de l'état de fait tel qu'il est, une abstraction amnésique de ses conditions de production, c'est-à-dire les données sont conçues comme des faits, alors qu'en fait, ce ne sont jamais que des effets. Et vous voyez, c'est problématique, c'est qu'on s'empêche alors de questionner les raisons pour lesquelles on est arrivé à ces faits. Et ça, c'est un déni fondamental de la possibilité de faire justice à l'expérience. Merci beaucoup pour cette introduction déjà copieuse. Je crois qu'on a bien entendu, en tout cas, le parallèle qui est assez évident entre le juridique, les espaces de négociation qu'il propose et la fixation d'un état de la langue aussi et des dangers que ça comporte. Alors, je me tourne vers vous, Claudia. Claudia Hamm, donc je commence par vous présenter. Vous êtes autrice, vous êtes traductrice et metteur en scène. Vous avez étudié à Paris, à Freiburg, au Chili. Vous avez travaillé au Burgtheater de Vienne, dans plusieurs théâtres et festivals en France, en Italie, dans les pays germanophones. Tout ceci en étant à la tête d'une compagnie théâtrale qui s'appelle Quindicesimo Febbraio. Comment on dit? C'est ça? Quindici Febbraio. Ok. Vous avez enseigné en tant que maître de conférence à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne et à la Freie Universität de Berlin, à l'Université de Göttingen, aux instituts littéraires de Hildesheim de Berne. Vous avez donc une activité très internationale et très, très riche. Et vous avez été mentor du programme Georges-Arthur Goldschmidt. Ça mérite d'être mentionné ici. Vous écrivez des textes pour le théâtre, de la prose et des essais, lesquels essais sont publiés dans des revues telles que Akzente, Sinn und Form, Merkur, Sprache im technischen Zeitalter et La Mer gelée. Vous avez notamment traduit, pour votre activité de traductrice, Emmanuel Carrère, Édouard Levé, Mathias Sénard, Yvan Jablonka, Joseph Andras et Nathalie Quintane. Et vous avez reçu le prix de littérature du Kulturbund der Deutschen Wirtschaft, KDW, voilà, qu'on pourrait traduire par Cercle culturel de l'économie allemande, quelque chose comme ça, un prix ancien et très bien doté, je crois. Vous êtes membre du PEN Berlin, du VDU, c'est-à-dire l'équivalent de la TLF peut-être,
et de la Weltlesebühne, et vous êtes cofondatrice du Festival Translational Berlin. Voilà pour votre biographie. Et pour entrer en matière, la question sur laquelle vous avez proposé de centrer une petite présentation, c'est qu'est-ce qu'un grand modèle de langue, à quoi ça sert? Et donc, je vais vous passer la parole et vous allez nous faire une petite présentation appuyée par quelques images. Voilà. Oui, merci déjà Yann pour cette invitation et introduction. Et aussi à toi, Antoinette. Je vais peut-être faire un pas en arrière. Je m'excuse déjà pour mon français parce que tout ce vocabulaire du numérique, j'écris tous ces textes en allemand, donc je m'excuse et je pense que vous allez m'aider un peu si je bute sur quelque chose. Donc j'ai publié ce bouquin, Langage automate, avec des contributions de 16 auteurs. Parce que je voulais donner accès à des gens qui n'ont pas forcément une formation technique pour comprendre mieux l'enjeu dans lequel on se trouve avec ces technologies. Et j'aimerais bien savoir déjà, parce que ça dépend un peu de tout ce que je vais dire, qui de vous dans la salle sait ce que c'est un grand modèle de langue ? Oui, vous avez très raison, parce qu'il ne s'agit pas de langue. Donc, mais je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est et comment c'est représenté pour justement expliquer pourquoi j'emploie pas le terme langue ou langage pour ces successions de mots que produisent les modèles de IA. C'est là. Oui, voilà. Ça, c'est un modèle. Je commence avec le mot modèle, modèle de langue. Large language models, on lit ça souvent si on lit des textes sur cette thématique. Un modèle, normalement, dans les sciences, c'est une simplification du réel pour en tirer des connaissances, des théories, pour créer des prévisions, par exemple, de développement. Ça, par exemple, c'est un modèle climatique. On voit le monde, le globe, et on sait bien que ce n'est pas le globe. On ne sait pas que ce n'est pas le monde. On sait que c'est une graphique, que c'est une façon de représenter. Donc déjà, on comprend peut-être que le modèle de langue, il y a une complication parce que la forme de présentation de ce modèle est justement la même forme que le représenter, la langue. Et je crois que toute la confusion de ce que c'est vient déjà de la forme de représentation. Donc ça, c'est une représentation graphique qu'on emploie souvent pour les grands modèles de langue, pour expliquer un petit peu ce que vous voyez à gauche, le input ou les entrées, ce sont nos textes, ce sont tous les textes qu'on trouve à l'Internet, parce qu'il y a des, comme des balais automatiques qui prennent tout ce qu'on trouve à l'Internet pour ramasser ces données. Donc, les textes deviennent des données ou du contenu. Input. Après, il y a ces couches où le contenu est par des procès automatiques, il est divisé en mots, en tokens, on dit. Il est coupé pour que la machine puisse travailler, parce que la machine travaille en 0 et 1, donc c'est oui ou non, c'est la technologie digitale, numérique. Donc, on a ces tokens, ça peuvent être des mots ou bien des points d'interrogation, par exemple, des petits éléments de langue, et ils sont regroupés après. Là, on voit 3 couches, mais dans ChatGPT 4, par exemple, qu'on emploie actuellement, il y a 96 de ces couches. Donc, on peut imaginer ces liens qui se multiplient d'une façon qu'on comprend, personne ne comprend plus
ce que fait la machine. Donc, c'est une grande complication juridique aussi, je pense, parce qu'on ne peut pas rendre responsable personne de quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc, on va en parler peut-être après. Mais c'est un fait, et c'est un fait dangereux, je dirais même. Donc, après ce processus, il y a le output, sortie machine. La sortie. Voilà. Et pour revenir à ce que j'ai dit sur les modèles, qu'est-ce qui se passe ici? Où est la simplification de la langue ou du langage? La simplification, pour moi, est qu'il n'y a plus de humain. C'est une déhumanisation. Déjà, dans cette façon de représenter la langue, il n'y a plus les producteurs de langue et les utilisateurs, c'est-à-dire nous. Il n'y a pas les personnes qui, par exemple, après ces 3 couches ou 16 couches, qui doivent d'abord nettoyer la sortie, parce que la sortie, c'est très intéressant, mais c'est comme ça. Si on ramasse tout l'Internet, ce qui sort, surtout, c'est la pornographie, la discrimination et la violence. Donc, il y a ces gens, ce sont souvent des gens très éduqués dans des pays africains où on paye très peu aux gens qui travaillent pour $1 à l'heure, plus ou moins, et nettoient la sortie brute de cette machine pour la réintégrer dans la machine. Et ce qu'on a, tout ce que nous recevons, c'est formes très polies de dire non, je m'excuse, je n'ai pas trouvé de réponse, mais je peux vous offrir ça et ça. Donc ça vient après tout le travail humain qui est effacé dans des représentations comme ça. Ça, c'est tout court, parce que j'ai dit c'est coupé en tokens. C'est pas tout à fait vrai. Si on fait des demandes à ChatGPT un peu plus sophistiquées, on peut avoir des résultats comme ça. Ça, c'est le texte qui est à la base d'un procès que la New York Times mène contre OpenAI, c'est l'entreprise derrière ChatGPT. Et tout ce qui est rouge est identique, c'est juste le noir qui diffère. C'est-à-dire, cette machine peut être aussi une grande machine copieuse qui fait des plagiats. Voilà. Donc, pour finir, tout ça sur les modèles, selon moi, ce ne sont pas des modèles de langue. On ne reçoit pas des connaissances, des théories sur la langue. Il y a pas mal de facultés et de sciences qui s'occupent de ça depuis des centaines et milliers d'années, qui sont complètement ignorées dans ce système. Ce ne sont pas des modèles de langue, ce sont des modèles d'entreprise. Et plusieurs. Je ne vais pas entrer très en détail là-bas, mais ce que vous voyez à gauche, les data creators, les gens qui produisent les textes, c'est nous, c'est tout ce qu'on trouve à l'Internet, voilà. Et après, il y a des entreprises et des formes d'entreprises diverses qui s'intermêlent dans les relations humaines qui, normalement, sont à la base de l'utilisation de la langue. On utilise la langue parce qu'on est dans une relation pour nous faire entendre, pour faire entendre quelque chose, même pour avoir un dialogue avec nous-mêmes en tant qu'auteur. Peut-être on ne parle pas directement à quelqu'un, mais indirectement sûrement, et on parle à nous aussi. Donc, il y a ces entreprises qui se mettent au milieu des relations humaines, que normalement n'ont pas besoin de technologie, parce qu'on a toujours employé la langue et on était capable de produire de la langue sans des entreprises. Il y a une très, très belle métaphore, je pense, qu'on trouve parfois dans les textes anglais qui dit ces modèles de langue, c'est comme comme installer une fabrique de sable dans un dessert. Donc, on a plein de langues, on est capable de produire de la langue. Ce que ça donne, c'est que
ce qu'on suppose, c'est que la langue est quelque chose de déchiffrable et de calculable, computable, on dirait en anglais. Et ça a un grand enjeu sur notre vision sur nous-mêmes, parce que ces images-là qu'on voit souvent dès qu'il est question de l'IA, ça veut dire notre cerveau, c'est computable, c'est calculable. Ce qui n'est pas vrai. On sait bien, il y a le rêve, il y a le désir, il y a le plaisir, il y a le hasard, il y a le jeu, il y a plein de choses qu'on ne peut pas saisir comme ça. Mais c'est devenu très commun et je trouve ça très, très dangereux parce que c'est une déhumanisation de l'humain. Il y a un informaticien allemand qui est très important, c'est Joseph Weizenbaum qui a développé le premier chatbot dans les années 66, je pense, en États-Unis. C'est un juif allemand qui a fui l'Allemagne nazie dans les années 30, qui est allé en États-Unis avec sa famille et est devenu un informaticien au Massachusetts Institute of Technology. C'est une des fabriques de l'informatique. Et il a créé ce chatbot qui s'appelait Eliza, les années 60. Et c'était un chatbot qui simulait un psychanalyste. Et Weizenbaum était très surpris de voir tout d'un coup beaucoup d'Américains devant un ordinateur et parlant à l'ordinateur et lui confiant des problèmes avec leur mère, leur père, leur partenaire, leur chef. Et Weizenbaum, après, il était vraiment choqué. Il a dit il ne faut surtout pas confondre une machine à un être humain. Il avait encore l'expérience de l'Holocauste et de la lancement de la bombe atomique, tout cela qui renonce à l'humanité d'un être humain. Et il a passé les dernières 40 années de sa vie à avertir les gens avec des livres comme ça de surtout ne pas confondre une machine avec un être humain. On est maintenant à un point où c'est devenu très commun et il faut, je pense, relire ces livres et reparler des questions qu'il a soulevées. Juste pour... ça, c'est pour finir. Oui, oui. Non, c'était juste pour traduire le titre du livre. Du livre, oui, excuse-moi. Ouais. Donc la puissance des ordinateurs et l'impuissance de la raison. Voilà. Et l'autre, c'est qui invente les mythes des ordinateurs. Donc, pour finir, ça, c'est un petit conte d'or. Et le truc brun, c'est un gant. C'est un leurre. Et je pense que les modèles de langue, ce sont des leurres, ce sont des objets factices qui fonctionnent avec des stimuli précis sur lesquels nous réagissons. Par exemple, une grammaire correcte. Mais ce n'est pas le réel. Il n'y a aucun qui parle. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a pas d'intentionnalité. Il n'y a pas de vouloir faire s'entendre. Il n'y a pas de notion de vérité, de beauté, de relation. Donc, ça, pour finir, je pense qu'on a affaire à un leurre. Et je propose et je défends qu'il faudrait réinventer le vocabulaire autour des modèles de langue. Merci beaucoup. Merci. On y reviendra, mais justement par rapport à cette capacité à masquer les choses, à faire prendre du langage faire prendre quelque chose qui n'est pas pour du langage. Il y a des propos d'Emily Bender sur lesquels on reviendra. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris à ne pas penser qu'il y a quelqu'un derrière des mots. Voilà. Ça, c'est une notion qui me paraît très importante à conserver à l'esprit.
Je peux dire une chose là-dessus. Oui. Je pense que c'est aussi un effet nous tous, on a fait des études de littérature, de linguistique, de je ne sais pas quoi. Et on avait affaire beaucoup à des théories de structuralisme et post-structuralisme hein, qui commencent à partir du texte et pas de l'auteur. Moi, je dirais que aussi dans les universités, il faut renforcer de nouveau des théories sur la production de la littérature et pas seulement sur la réception. Je vais faire un petit pas de côté par rapport à mon rôle de modérateur et de questionneur, juste par rapport au grand modèle de langue, pour faire un petit point de 3 minutes sur l'état de l'enjeu, enfin, sur les enjeux politiques en France par rapport au grand modèle de langue. J'attire l'attention donc de cette assemblée sur un article de l'Institut des droits fondamentaux numériques intitulé « Que se cache-t-il derrière le projet Villers-Cotterêts ?» Pour vous le situer, cet institut, présidé par Michel Vievorka, défend des positions plutôt technophiles. Enfin, ce n'est pas du tout des technophobes énervés, comme sont souvent présentés les opposants à l'intelligence artificielle. Il reprend même l'argumentaire présidentiel selon lequel, si la France se proclame régulièrement en tête de l'innovation en intelligence artificielle, la langue française ne suit pas, faute de données en quantité et qualité suffisantes pour pouvoir fiabiliser et déployer des modèles de langue suffisamment robustes pour industrialiser des projets d'IA générative conçus en français et surtout à partir du français. Voilà, ça c'est l'enjeu politique dans lequel se place le débat. Et je cite encore, le but est de préserver le rang de la France et quels sont ses champions industriels dans la compétition mondiale pour développer l'IA générative et en faire bénéficier son économie et sa société. Bref, et ça c'est un point important, ne pas revivre l'humiliation des débuts de l'Internet. Oui, parce que la carte à puce, tout ça nous a été volé par les méchants Américains. Un appel à projet donc, a été lancé, un appel à projet par le gouvernement sur les communs numériques pour l'IA générative. Et cet appel à projet, il vise à créer la prochaine génération de grands modèles de langue francophones. Et cet appel a été remporté par le consortium Argimi. Alors Argimi, je ne pense pas que beaucoup de gens parmi vous aient entendu parler d'Argimi, mais on va le décoder et vous allez entendre qu'il y a un mot que peut-être une entreprise parmi les 3 qui composent le consortium dont vous avez entendu parler. Alors, c'est Artefact qui, je cite, excelle dans l'intégration de ces modèles, des modèles de langue, dans ses applications industrielles. J, c'est Giscard, ça ne s'invente pas, c'est comme ça s'écrit avec un K quand même, et qui est expert de l'évaluation de la qualité, de la conformité, de la sécurité des modèles. Et le MI, c'est Mistral AI, qui développe des nouveaux modèles d'intelligence artificielle générative pour les entreprises en combinant, je cite, l'excellence scientifique, une approche ouverte et une vision responsable de la technologie. Alors ce consortium, ces 3 entreprises, ils ont mis en avant dans leur dossier, qui a été présenté donc, lors d'une conférence de presse au mois de mai, lorsqu'ils ont obtenu le marché, ils mettent en avant la collaboration de partenaires publics et privés pour enrichir les modèles de langue. Et dans cette collaboration, il y a donc l'Institut national de l'audiovisuel, la Bibliothèque nationale de France, côté public, et Cdiscount, Ardian et le Crédit Mutuel Arkea, du côté secteur privé. Voilà. En juin, il était donc annoncé que l'ABNF et l'INA étaient en négociation pour alimenter la future IA générative. Et depuis, on ne sait pas, enfin, je ne sais pas si ça a été signé, mais est-ce lié? Un nouveau directeur général de la BNF a pris ses fonctions mercredi, Philippe Launay, qui est anciennement conseiller d'Elisabeth Borne et de Jean Castex. On peut ajouter à ça que Cédric O, ancien secrétaire d'État au numérique et proche d'Emmanuel Macron, ainsi que Arthur Mensch, tous 2 cofondateurs de Mistral AI, siègent depuis août 23 au comité sur l'intelligence artificielle générative nommé par le gouvernement. Pour entrer en matière de notre conversation, après cette parenthèse, je voudrais revenir sur le choix de la couverture de l'ouvrage qu'on a vu passer rapidement tout à l'heure. Il est là. Et je vais vous demander, donc c'est un tableau de Peter Bruegel, l'ancien, qui est intitulé « Le pays de Cocagne ». Et Schlaraffenland en allemand. Et je voudrais vous demander qu'est-ce qui a motivé ce choix et qu'est-ce que nous dit ce tableau. Voilà. Quelle est la promesse qui est représentée là? Bon, pays de cocagne, ça dit déjà un peu la promesse
qu'il ne faut plus rien faire soi-même. Donc là, on voit à droite le monsieur avec les pantalons roses. C'est un scribe, c'est quelqu'un qui a un livre à côté de lui et du papier, un stylo, mais qui n'écrit plus. Au milieu, le grand sac, c'est un paysan. Et celui avec les pantalons rouges, c'est un chevalier qui devrait faire la guerre. Et c'est très bien qu'il soit sur cette peinture parce que c'est l'origine de cette technologie, elle est militaire. L'idée, c'est de remplacer les humains dans la guerre. Ça, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale où, avec Turing, s'est développée cette technologie. Le but pour pousser avant ce développement, c'était surtout des raisons militaires. Donc, ce sont tous des terrains qui peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle, et c'était un peu pour ça que j'ai choisi ce tableau qui dit un peu de la promesse avec laquelle on a à voir, mais qui ne dit rien des effets secondaires, mais qui sont peut-être des effets primaires. Et cette promesse, elle est aussi explicitée dans un long entretien de Sam Altman avec Lex Fridman, dont vous parlez dans l'article que vous avez écrit dans ce recueil. Et alors, qu'est-ce qu'il nous promet, Sam Altman? Quelle est la définition de le futur qu'il se présente comme étant désirable pour l'humanité? C'est très bien que tu poses cette question, je te remercie. Parce que je crois que c'est ça ce qui devrait vraiment nous occuper, et c'est dans cette lumière qu'on doit voir tout ce qu'on a à faire maintenant. Le futur, Sam Altman le dit très précisément, on peut le voir à l'Internet, il y a des interviews sur YouTube qu'on peut voir, où il dit déjà l'année dernière, ou juste après le lancement de ChatGPT 4, ce qu'il pense, c'est que beaucoup de travail va être remplacé par l'IA, c'est normal, c'est le but, mais qu'il va avoir des nouvelles professions qui sont, mais plutôt de travailler sur la machine, de corriger la machine et alignment, comment on dit, aligner, non, ajuster. Oui. Les machines, adapter les machines aux besoins de l'humain, ce qui est un peu une autre promesse. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on va prochainement vivre d'un, comment on dit, Grundeinkommen, un revenu minimum. Oui, revenu de base minimum, qui existe déjà. Il a fondé une entreprise qui s'appelle WorldCoin. C'est une crypto-monnaie. Et si on se registre et on se fait reconnaître par son iris. Son iris, un scan iris, la petite machine est produite en Allemagne, un œil futurologique. Donc on peut faire ce scan, et si on se registre, on reçoit de l'argent de Sam Altman, de ce qu'il gagne avec ces systèmes d'intelligence artificielle. Il y a déjà 4 millions de registrés. 4 millions, oui. Donc l'idée, c'est qu'eux, ils vont faire l'argent et après le repartir entre nous, parce que nous, on n'aura plus de boulot. On n'aura plus besoin de travailler, ça va être formidable. Voilà, exactement. Mais ça, c'est une vision à moyen terme. La vision à long terme, c'est plutôt un Allemand qui la prononce, ou tous les gens qui sont dans ces cercles transhumanistes, parce que ce sont des cercles et des idées qui existent depuis longtemps. Et là, il y a par exemple un protagoniste, c'est Jürgen Schmidhuber, c'est un informaticien allemand qui travaille en Suisse maintenant, mais qui a co-créé les réseaux neuronaux de neurones et co-créé ChatGPT. Et lui, il dit que prochainement, on va exporter l'intelligence humaine
on va la mettre sur des Datenträger, dans des data centers. Oui, voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est un peu long parce que c'est Elon Musk qui a fondé une autre entreprise, Neuralink, qui connecte déjà le cerveau directement avec l'ordinateur. Et c'est ça la technologie du futur qu'ils ont dans la tête. Et Schmidhuber, il dit la biosphère n'y entre plus du tout. On va mettre toute l'intelligence sur des chips et les envoyer dans l'espace, dans l'univers. Non, pas le non, Weltraum. Oui, dans l'espace oui. céleste. Oui, voilà. Oui. Et là, les IA vont se reproduire eux-mêmes, et dans quelques milliards d'années, tout l'espace va être rempli d'intelligence. C'est cette supra-intelligence. Oui, ça. Voilà. Mais oui. Est-ce que je peux réagir là-dessus? Bien sûr. Je pense, en fait, bon, bien sûr, il y a toute cette mythologie-là, etc. Mais comme le disait, à mon avis, très bien Gilles Deleuze, chaque fois qu'il y a une évolution, ou ce qu'on appelle une innovation, c'est parfois pas tellement innovatif, mais innovant, mais ça court-circuite parfois nos inventions, d'ailleurs. Mais chaque fois qu'on a une innovation, c'est aussi toujours le signe d'une évolution du capitalisme, c'est-à-dire d'une recombinaison du capitalisme. Tout ça va absolument ensemble. Et donc, quelle est la promesse que fait cette évolution, et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on embraye si facilement. Pourquoi est-ce qu'on utilise aussi facilement? Pourquoi est-ce que les États se laissent séduire par ce qui s'apparente littéralement quasiment à des coups d'État technologiques, littéralement. Ici, c'est la plateformisation de l'État, c'est littéralement, et les partenariats publics-privés, c'est en quelque sorte un coup d'État technosolutionniste qui vient presque se substituer aux institutions. Alors, pourquoi? Il me semble qu'il y a quelque chose peut-être d'assez profond à chercher dans la conscience aiguë que nous avons aujourd'hui de l'instabilité du monde et du fait que nous ne pouvons plus compter, comme nous le faisions avant, peut-être à tort d'ailleurs, sur la régularité des événements, la possibilité d'être encore dans une forme de déterminisme et si vous voulez, de détecter par avance à travers les modélisations scientifiques qui sont des équations réductionnistes en quelque sorte du monde et de pouvoir prédire ce qui va nous arriver demain. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'instabilité dans laquelle même le temps lui-même semble avoir perdu sa linéarité. Et donc, on a tendance effectivement à penser que toutes les modélisations humaines qui ont passé par le langage, par aussi tout ce que Michel Foucault pouvait appeler les régimes de vérité, les régimes de véridiction, etc., tout ça nous paraît trop lent, un rafraîchissement trop lent pour suivre ce qui ne se présente plus comme des régularités, mais comme la généralisation d'une crise, c'est-à-dire la juxtaposition d'événements qui interrompent la régularité, c'est-à-dire les émergences. Les machines artificielles que nous voyons maintenant, ce qu'on appelle les intelligences artificielles, qui sont en fait des algorithmic decision making, c'est-à-dire des prises de décision algorithmiques, elles peuvent, sans générer de savoir scientifique, générer à la place ce qu'on appelle en anglais des insights. Ce que d'ailleurs, dans le trading à haute fréquence financier, on appelle ça des insights aussi, c'est-à-dire une capacité à devenir éminemment agile, à capitaliser sur l'indétermination même, de manière à pouvoir bouger de façon très agile, sans savoir en fait ce qui nous arrive demain. Donc on est au-delà c'est même plus du calcul de probabilité. La probabilité est dépassée par une forme de métabolisme qui absolutise la contingence. Donc on se fait gouverner par la contingence et on essaie, les pouvoirs, en fait, le pouvoir change radicalement en ce sens que le pouvoir, ce n'est plus gouverner le monde, il n'y a même plus d'ambition de gouverner le monde, ni de gouverner même les comportements, mais de devenir éminemment agile pour, de façon très opportuniste, bien placer ses billes au bon moment dans une écologie de l'ignorance. Et c'est en ça qu'on voit qu'il y a si vous voulez, une sorte de téléologie commune entre le capitalisme et l'intelligence artificielle,
qui est de non pas produire du savoir, mais seulement de l'information opérationnelle, qui va fragmenter toutes les formes collectives, court-circuiter toutes les actions collectives, court-circuiter les institutions, c'est-à-dire déréguler. Et c'est un système de désordonnancement du monde, et qui fonctionne littéralement comme le trading à haute fréquence, non pas, si vous voulez, en réduisant l'incertitude, mais en l'augmentant. Donc ce sont des systèmes qui sont fondamentalement anthropiques, qui génèrent de l'accélération, de la déperdition d'énergie, de la surconsommation, bien entendu, d'énergie aussi. Au-delà de toute limite, ce sont des systèmes d'illimitation. Ce sont des systèmes qui court-circuitent notre capacité aussi à avoir une intelligence des limites, c'est-à-dire une juste mesure. Ici, ce à quoi on a affaire, c'est un métabolisme d'injusticiable et d'injustifiable des mesures. Donc c'est là-dedans qu'on s'embraye. Et dès lors, effectivement, ce que produisent notamment les grands modèles de langage, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne produisent en fait, qu'ils produisent des énoncés qui sont énoncés par personne, un langage que personne ne peut parler en quelque sorte, et qui ne rencontre d'ailleurs que ses propres effets de façon très récursive, qui se nourrit de ses propres productions, et ce de façon croissante, puisque la proportion d'énoncés produits par des intelligences artificielles dans l'ensemble de l'Internet est en train de croître dangereusement, au point que finalement les IA vont attraper la vache folle, à force de manger leur propre production. Hein. C'est à la fois c'est schizophrénique, c'est la vache folle et c'est de la paranoïa. Quand n'importe quel signal peut signifier quelque chose, on est dans la pure paranoïa. On a un système comme ça, mais qui, si vous voulez, ne s'évalue plus du tout, les énoncés ne s'évaluent plus du tout à l'aune de critères de vérité, de légitimité, d'authenticité, tout ce genre de choses, à travers quoi nous, les êtres humains, lorsque nous nous parlons, nous pouvons plus ou moins évaluer si nous pouvons faire confiance ou non. Non, ici, les énoncés artificiels, les énoncés des intelligences artificielles, ils s'évaluent uniquement en termes d'utilité et de pertinence, c'est-à-dire d'opérationnalité. On est dans toute autre chose. L'enjeu n'est plus de communiquer un savoir, une idée, un contenu, un rêve. L'enjeu est simplement d'accélérer les flux. De façon éminemment opérationnelle. Les raisons pour lesquelles, dès lors, nous sommes tentés, par exemple, par les avocats sont très tentés d'utiliser les intelligences artificielles plutôt que d'embaucher des stagiaires qui vont faire des revues de la jurisprudence antérieure, c'est-à-dire des pattern recognition, la reconnaissance de récurrence. Ça, une intelligence artificielle le fait très bien. Repérer des régularités dans des grands ensembles de données, ça, l'intelligence artificielle le fait très bien. Ce qu'elle ne sait pas faire, c'est donner sens aux résultats de cette synthèse. Ça, il n'y a que les humains qui peuvent le faire. Mais les avocats sont tentés. Pourquoi ? Parce que ça augmente leur chiffre d'affaires. Ils peuvent traiter très rapidement un grand nombre d'affaires, rédiger des conclusions plus ou moins potables, c'est-à-dire passables, mais sans se préoccuper, en fait, du rapport entre ce qu'ils ont rédigé et la réalité singulière des faits, mais seulement en vue, si vous voulez, d'optimiser les chances que leur plaidoirie soit couronnée de succès devant un juge. Et ça peut se calculer. Ça se calcule, mais à nouveau en fonction de la justice telle qu'elle a été rendue par le passé. Et donc, ça prédit très bien les cas passés. Ça ne prédit rien sur l'avenir. C'est tout à fait inutile en ce sens. Hein, mais, donc voilà ce que je voulais dire. On a évoqué au passage plusieurs mythologies et qui nourrissent cette appétence du public, puisqu'on l'a dit, les prompts sont en croissance exponentielle, hein, ça prend des proportions. Et on a évoqué le mythe de l'oisiveté, il est derrière nous. Je voulais juste rajouter une toute petite chose hein, sur cette mythologie commune du capitalisme et de l'IA. Oui. C'est que précisément, si vous voulez, la promesse de l'IA, c'est une promesse de totalisation, c'est-à-dire une promesse de pouvoir tenir compte
de l'immense variété qui se trouve dans le monde, sans en passer par de la catégorie qui est toujours trop étroite, ou par du concept qui est toujours trop enfermant. Il y a cette utopie du respect absolu pour l'immanence, pour la variété, pour l'incommensurabilité, la possibilité de tenir compte, y compris de ce qui est le plus éloigné des grands nombres, le plus éloigné de la moyenne. Donc on est dans des pratiques statistiques qui n'ont plus rien à voir avec les pratiques statistiques traditionnelles. On est dans quelque chose de tout à fait différent qui va faire résonner le bruit. Donc il n'y a plus cette distinction signal-bruit qu'on faisait au départ dans les statistiques traditionnelles. Au contraire, ici, ce qui va décider, si vous voulez, du poids relatif de telle donnée par rapport à telle autre, c'est-à-dire de son autorité dans le modèle, va être calculé de façon immanente, à une échelle immanente à la réalité socio-médiatique. Et donc on a aussi cette sorte d'utopie d'un monde qui se gouvernerait lui-même sans en passer par aucune autorité, sans en passer par aucune hétéronomie. Donc ça, c'est aussi cette utopie d'une sorte de totalisation et d'une immanentisation. Alors là, on a prononcé le mot totalisation, et justement, parmi les mythes qui sont évoqués dans ton article, il y a le mythe de l'Internet libre, et donc qui est allié à celui de la cyberagora démocratique, et ça, il faut quand même en parler un petit peu. Il y a 3 mythes qui sont évoqués, celui du progrès, celui de l'oisiveté et celui de la démocratie. Parce que c'est quand même un des arguments qui est mis en avant, l'Internet libre, la cyberagora, où tout le monde peut s'exprimer librement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, très volontiers. Commençons par le mythe de la démocratie. Et je veux peut-être, parce que c'est toujours un sujet très vaste et qu'on peut discuter sur des plans très différents, et pour le rapprocher un petit peu plus à notre occupation professionnelle. Le mythe de la démocratie, par exemple, en ce qui concerne les modèles de langue, c'est que maintenant, tout le monde peut écrire de la poésie, peut écrire des articles, etc. On n'a plus besoin de formation, on n'a plus besoin de temps, de vie pour produire ces textes. On trouve ça souvent que c'est promu comme quelque chose de très positif, parce que comme ça, il y a moins de seuil à franchir pour avoir la possibilité d'écrire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde, déjà, entre des données au système qu'une entreprise capitalise. Parce que c'est ça l'idée. L'architecture dialogique des systèmes, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est un système pour générer des données qui, après, servent à créer des nouvelles versions de ces systèmes. Et qu'est-ce que ça veut dire si on peut écrire des textes sans avoir sans s'exercer à écrire? Ça veut dire que notre cerveau qui se forme, qui se construit, notre identité qui se construit à chaque instant avec ce qu'on fait, ne passe plus par ces processus-là. Donc, on devient nous-mêmes des simulateurs. C'est déjà une langue simulée, mais on devient nous-mêmes des simulateurs. Les autres, tu avais relevé trois choses. L'oisiveté, c'est un peu la même chose, oui. Mais j'aimerais bien reprendre aussi 2 termes que tu as soulevés maintenant. La vérité, par exemple. La vérité, c'est une chose qu'on discute souvent autour de l'IA, parce qu'on sait que l'IA, elle fait des hallucinations, donc elle invente. Dès que les systèmes ne trouvent pas de données appropriées, ils intègrent, ou on ne sait même pas très bien pourquoi ils hallucinent, et c'est aussi la raison pour laquelle on ne va jamais effacer ces hallucinations de ces systèmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'experts, d'informaticiens américains, ils disent ça ne va jamais être la technologie pour arriver à la super-intelligence qu'ils ont tous en tête. Donc les hallucinations sont un problème.
infranchissables, mais les hallucinations, ce ne sont pas seulement des lügen, comment on dit, des mensonges, ou une mésinformation, de la désinformation. Désinformation ou manipulation, ce qui peut être aussi le cas. Mais le terme de vérité, et je crois que nous, en tant que traducteurs, traductrices littéraires, ça nous devrait intéresser beaucoup. Ce n'est pas une vérité de l'empirie, souvent. Ce n'est pas l'empirie qui manque seulement. La vérité avec laquelle nous, on a à voir, ce n'est pas le fait si, comment on dit, Otto-Normalverbraucher, le monsieur XY. Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, le soir, il est dans son lit. Ça peut être une vérité empirique. Mais la raison pour laquelle monsieur tout le monde pleure dans ses coussins, ce n'est pas une empirie. Il y a d'autres vérités après qui nous intéressent beaucoup plus. Et je crois que l'art et la littérature jouent beaucoup plus sur cette notion de vérité. Et c'est bien sûr une notion de vérité qui est effacée aussi, et c'est dramatique parce que c'est ça une vérité humaine. Donc, il y a ce problème de vérité et ce qu'on entend sous vérité et réalité, et aussi une petite... Pour élargir ce que tu as dit, cette promesse de totalisation, je pense que ce sont deux choses à la fois. C'est une promesse de totalisation, ce sont des systèmes qui promettent de pouvoir parler de tout, mais ils promettent aussi de pouvoir parler dans toutes les langues, dans tous les langages et paroles. On peut leur faire la commande, est-ce que tu peux le dire dans le style de... Donc, ils prétendent pouvoir parler comme tout un chacun. Et donc, c'est deux choses à la fois, c'est la singulisation et la totalisation à la fois d'un système où il n'y a personne derrière. Ouais. Alors, vous avez eu le courage de vous lever ce matin pour venir écouter ça, plutôt que d'aller faire des jeux littéraires avec Daniel Levin-Becker, et je vous en remercie. Même si moi-même j'aurais adoré être là-bas, pour ne pas complètement quand même repartir la tête basse, je voudrais en venir, puisqu'il est 10h07 et que la fin du débat approche, je voudrais en venir à la dernière question qui est d'importance, que faire ? Et voilà, donc je compte sur vous pour mobiliser les forces humaines qui sont en nous et voir où orienter notre énergie, notre possibilité, notre capacité à agir sur le monde. Oui, alors ça, c'est vraiment la pire des questions. Mais je crois, vous savez, on entend souvent cette comparaison complètement idiote, vraiment idiote. On dit les intelligences humaines ou les intelligences machiniques, artificielles, on les met en compétition, ce qui n'a strictement aucun sens, parce que c'est vraiment comparer un lampadaire avec des souliers. Ça n'a rien à voir, ça fait des choses tout à fait différentes. Mais ce qui est certain, c'est que les humains ont une capacité qui est inouïe de création, d'invention, de produire du commun, de se produire, de devenir par le commun et par la relation, qui est précisément vraiment une force incroyable et qui nous vient précisément de ce que, du point de vue d'une machine, ce qui, du point de vue d'une machine, serait vraiment un handicap. Le handicap, c'est que nous infinissons. Nous ne cessons de nous infinir. C'est-à-dire que le nous, il est irréductible à aucune forme. Quand on dit commun, certains juristes parlent même de commoning, c'est-à-dire ils en font un verbe. Le commun, c'est un verbe plus qu'un nom. La liberté, c'est pareil, c'est un verbe plus qu'un nom. C'est-à-dire que nous sommes des processus en constant dépassement de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison-là, parce que nous ne nous coïncidons jamais complètement, que nous sommes non pas des machines à transformer
la contingence en opportunité de profit, mais plutôt que nous sommes des non-machines à transformer la contingence en invention, en collectif, en poésie, en poiesis aussi, c'est-à-dire en manière de devenir en commun. Et donc, je pense que infinir, c'est la tâche qui nous revient. Alors, le droit, à travers notamment le texte constitutionnel, alors je reprends vraiment mon habit de juriste là, le texte constitutionnel, qu'est-ce que c'est qu'une constitution ? La constitution ne représente pas uniquement le peuple actuellement présent. La constitution, c'est un texte dont nous héritons du passé. Le droit, vous savez, c'est une lente et longue sédimentation de textes. C'est une historicité. Nous héritons de la Constitution, mais cette Constitution, elle est aussi ce par quoi les puissants s'auto-limitent dans leur gloutonnerie à consommer par avance ce qui revient à ceux qui viendront après nous. Et donc, tenir au langage, en tout cas pour ma part, tenir au langage juridique comme langage humain et non pas comme bouillasse de données numériques mélangées dans un pot de nouilles, c'est important parce que précisément, c'est grâce à cela, grâce au langage et à ce qu'il permet d'infinir, de nous infinir, que nous pouvons encore nous dire être une société humaine responsable. Responsable de quoi ? Responsable devant ce qui n'est plus présent et ce qui n'est pas encore présent. Nous sommes des animaux hétérochroniques. Et cette hétérochronicité, qui nous est essentielle en ce qu'elle nous infinit, à mon sens, est fondamentalement la tâche juridique et éthique qu'il nous incombe. C'est la valeur juridique, éthique et probablement langagière aussi, dont nous avons aujourd'hui la charge. Alors nous pouvons nous aider des intelligences artificielles pour ce qu'elles font très bien. C'est-à-dire que parfois, elles peuvent éventuellement nous permettre de repérer dans la complexité du monde des régularités qui nous auraient échappé. Parce que nous avons un corps, nous avons donc une position située et un savoir situé. Ces IA, elles ont une view from nowhere, comme on dit en anglais, une vue de n'importe où, et donc elles peuvent produire des nouvelles cartographies qui peuvent être utiles pour repérer des singularités du monde qui nous auraient échappé et nous rendre attentifs justement à ce à quoi nous n'étions pas attentifs avant, ou pas suffisamment. Et donc, dans ce sens-là, elles peuvent effectivement nous compléter. Mais c'est à nous, d'abord, de les adopter en vue de devenir plus intelligents, c'est-à-dire plus sensibles, en fait, plutôt qu'insensibles, et de pouvoir gérer le monde dans lequel nous sommes. Gérer est un horrible mot, mais faire face aux enjeux du monde dans lequel nous sommes, non pas d'une manière systématique et abolitionniste de notre capacité à infinir, mais au contraire, réinjecter toujours de l'infini, du non-fini, dans l'immanence du monde. Voilà. Merci beaucoup. Claudia, 5 minutes pour conclure. Merci. Que faire ? Oui, merci Antoinette. Je vais reprendre quelques trucs, mais peut-être différencier encore sur le nous qui sommes ceux qui doivent agir. Je crois qu'il y a des domaines divers sur lesquels il faut agir urgemment. C'est le plan politique, c'est le plan juridique, c'est le plan professionnel de tout un chacun, nous aussi, le plan individuel et le plan de l'éducation. Et il y a probablement beaucoup plus, mais qui ne me viennent pas à l'idée à ce moment. Donc, sur le plan juridique, politique, je pense qu'on a urgemment besoin d'un renouvellement du... Comment on dit renouvellement des droits d'auteur, oui, qui précise si le text and data mining, donc le fait de prendre nos données protégées par le droit d'auteur, que ça, c'est un vol. Parce qu'il y a des discussions là-dessus, mais en Allemagne, il y a une nouvelle étude qui prouve, qui a été faite par
un informaticien ensemble avec un avocat de droit d'auteur qui prouve que c'est du vol, c'est une violation de droit d'auteur et il ne s'agit pas de text and data mining, c'est autre chose, le training pour l'IA. Il y a un procès en cours entre des auteurs américains et le New York Times et tout ça. Ça, c'est l'Amérique, mais ça, c'est le deuxième plan professionnel. Je crois qu'il faut nous mettre ensemble, nous solidariser. Je trouve que c'est très, très important que nous ne restons pas chacun dans son coin à faire des analyses très importantes et tout, mais il faut agir ensemble. Et je suis contente qu'il y a quelques-uns de l'initiative En chair et en os ici. On a une initiative un peu similaire en Allemagne. Ah oui, j'ai amené les... Ah non, ça c'est le tien. Oui, oui. Attends. Ah oui, voilà. Ça c'est notre manifeste, le manifeste pour un langage humain, où il y a plein d'institutions qui ont sous-signé cette campagne. On a plus de 4000 sous-signés et En chair et en os, ils ont plus de 17 000, je pense, et beaucoup de prix Nobel, des cinéastes importants, etc. Donc là, je pense que des initiatives comme ça, ils sont super importants. Il y a une autre très nouvelle, et je vous invite à sous-signer ça. Ça vient de la Society of Authors, donc l'association anglaise des auteurs, qui ont plus de 33 000 sous-signés maintenant. Il faut regrouper les intéressés pour avoir des chiffres plus pertinents. Donc, il faut regrouper les initiatives. Les initiatives, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, je pense, et je suis en train d'inciter ça un peu en Allemagne, de porter plainte, nous aussi. On ne peut pas se reposer sur les Américains et les procès là-bas. On a des problèmes. Nous aussi, nos droits ont été violés. Et on ne peut pas laisser passer ça comme ça, parce que c'est une culture de vol qu'il faut contredire. Et j'invite pas, je réclame que toutes les professions s'occupent de ça, qu'on ne peut pas accepter cette culture de vol. Le droit américain propose des plaintes collectives qui, je ne suis pas très finement au courant, mais apparemment feraient moins partie du droit français en tout cas, européen je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors, l'action collective, c'est effectivement quelque chose dont on a hérité en Europe, en tout cas au niveau du Conseil de l'Europe, pour des plaintes qui concernent la violation des droits humains. On a des possibilités d'action collective. Maintenant, au niveau national aussi, en tout cas en Belgique, je ne sais pas en France, mais je pense qu'on est... Historiquement, c'est le même code Napoléon, hein, donc on a tendance à évoluer un petit peu de la même manière. Mais en tout cas, les actions collectives sont évidemment quelque chose de possible et qu'il faut absolument faire. Et il faut contrer vraiment cette tendance à l'optimisation de chacun pour chacun et cette mise en concurrence les uns avec les autres. C'est vrai que la tendance, c'est justement pour chacun de se saisir de ces outils pour gagner en rapidité par rapport aux concurrents, qu'on voit comme concurrents et non pas comme membres d'une même corporation ou d'un même collectif. Je crois qu'on est tous perdants à agir comme ça. Là, on est sur un plan individuel qui est surtout aussi un plan moral. Donc là, c'est très difficile d'agir parce que c'est la responsabilité de tout un chacun de dire en sachant, et on n'a pas parlé du tout de l'écologie, qu'il faudrait peut-être dire, parce que si on connaît ces arguments, on peut laisser tomber tous les autres, parce que les chiffres sont tellement catastrophiques qu'on ne peut pas avancer avec cette technologie. Google a renoncé donc à l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2030 qu'il s'était donné, et à l'horizon 2026, si j'ai bien compris, c'est la consommation de l'IA générative représente celle de l'Allemagne. Voilà, et tout échange avec ChatGPT coûte un demi-litre d'eau potable. Une demande ChatGPT, c'est 30 fois l'énergie d'une simple demande Google. Donc, oui, il y a plein de chiffres comme ça. Donc, puisque les chatbots sont introduits dans presque chaque site maintenant,
Les chiffres sont dans une augmentation comme ça. Exponentielle. Ouais, voilà. Mais je crois qu'il y a aussi une question de tous les aspects environnementaux, c'est-à-dire l'écologie sociale, l'écologie environnementale et climatique, et l'écologie psychique sont les trois dimensions écologiques qui sont directement concernées par cette transformation. Sur le plan social aussi, il faut savoir que OpenAI, par exemple, a sous-traité au Kenya la curation des contenus de manière à faire en sorte que ChatGPT ne génère pas des insanités, des propos misogynes, etc. On est obligé de conclure. Hein. Ah oui, pardon, mais je crois qu'effectivement, c'était bien de dire qu'on n'avait pas évoqué ce problème-là. Il y a heureusement la table ronde professionnelle demain matin. Ce n'est pas exactement le sujet, mais où on pourra peut-être, lors d'une séance de questions, revenir sur les points qu'on n'a pas réussi à aborder aujourd'hui. En tout cas, merci. Oui. Je finis avec une dernière chose. C'est le plan de l'éducation qui nous concerne tous et toutes aussi chaque jour. Il faut absolument, et c'est un peu ce que tu viens de dire aussi, il faut embrasser l'idée qu'on est dans l'indétermination, que nous sommes une question à nous-mêmes et que notre vie, c'est de trouver des réponses chaque jour, chaque instant, et de ne pas les déléguer à une machine. C'est nous, les êtres humains, qui c'est notre vie. C'est quoi cette tâche? C'est notre vie.